Édition spéciale, bonsoir et merci de nous rejoindre sur HAL 24 News. Nous sommes toujours en direct dans le cadre de notre couverture continue de la guerre au Moyen-Orient. Cela fait maintenant 15 jours que les armes ont parlé entre l'axe formé par Washington et l'entité sioniste d'une part et l'Iran d'autre part. Et alors que la diplomatie semble avoir pour le moment quitté le champ de bataille, du moins pour le moment, je le répète, l'agression subie par l'Iran qui riposte à son tour aux attaques fait de plus en plus de victimes et de dégâts. Et en l'absence d'une stratégie militaire claire de la part de Washington, les craintes d'un enlisement de cette guerre ouverte sont désormais justifiées, affirment les experts, d'autant plus que la donne économique est plus que jamais engagée. Sommes-nous proches du dénouement ou faudra-t-il s'attendre à d'autres séquences? Vers quel scénario mènera l'escalade au détroit d'Ormuz? Est-ce que ce sera l'économie qui sifflera la fin de la partie? Et qu'en est-il du terrain diplomatique? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos experts qui nous rejoindront ce soir de Paris, Moscou, Genève, Paris, Marseille ou encore Beyrouth dans un petit instant. Pour m'accompagner ce soir sur le plateau de cette édition spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Genève Gabriel Galis. Vous êtes vice-président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Batache. Depuis Moscou, Andriy Frolov, expert auprès du Russian International Affairs Council, est avec nous. Bonsoir, monsieur Frolov. Merci d'avoir également accepté notre invitation. Monsieur Frolov. Bonsoir. Et depuis Marseille, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille, est également avec nous. Bonsoir, Nazim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous pour votre invitation et je salue mes camarades sur le plateau également. Fatima Moussaoui, docteur en sécurité internationale et experte de l'Iran, nous rejoindra également depuis Paris dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir également d'accueillir Pierre Conessa, essayiste et expert en relations internationales stratégiques depuis Paris. Et depuis Beyrouth, nous rejoindra Nicolas Chichani, banquier, expert international en économie. Sans plus tarder, messieurs, commençons ce débat avec vous, Gabriel Galis. Trump a exhorté d'autres pays aujourd'hui, plutôt hier, y compris la Chine, a envoyé des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est par là que je vais commencer cette émission. Selon ses propres termes, il veut sécuriser le détroit d'Ormuz. S'agit-il, selon vous, d'une tentative d'extrapoler encore davantage le conflit en y mêlant d'autres puissances? Quelle est votre lecture de cette toute dernière séquence? Écoutez, je pense qu'il faut quand même rappeler ce qui s'est passé avant. Oui. Parce que si on plonge dans les événements, dans l'immédiateté, on ne comprend pas. Moi, je suis d'autant plus touché par cette guerre que j'ai, il y a 20 ans, participé à une opération de facilitation pour en empêcher une. J'ai été mandaté par la diplomatie suisse pour permettre à des universitaires des États-Unis et de l'Iran de se rencontrer précisément dans le but d'empêcher des frappes. Et il y a 20 ans, on les a empêchés. Aujourd'hui, on est dans un monde dérégulé, déréglé, et on s'aperçoit que ce sont des anciens plans, le plan Oded-Yinon pour les Israéliens et le plan de remodelage du Grand Moyen-Orient pour les États-Unis, qui sont à l'œuvre. Donc maintenant, on est parti avec des trahisons et des perfidies à répétition, parce qu'il faut quand même rappeler, en dépit de ce que prétendent les médias occidentaux, que ce sont les États-Unis qui se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien. Tout vient de là. Dès l'arrivée, dès le retour de Donald Trump au pouvoir.
Absolument. Ouais. Et cet accord, il avait été signé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus l'Union européenne. Donc à partir de là, il est assez surprenant, enfin, ça devrait être surprenant intellectuellement, mais politiquement, ça ne l'est pas, de voir l'Union européenne et bien d'autres qui se mettent à condamner l'Iran parce qu'elle ose se défendre. Vous avez vu la dernière résolution du Conseil de sécurité. Ouais. La Russie n'a pas réussi à faire passer une proposition alternative et finalement, elle s'est abstenue, ainsi que la Chine, sur la résolution présentée par les autres. Donc je pense qu'il faut rappeler ça sur les responsabilités premières de cette crise. L'Iran est agressé. Le droit international est agressé. Alors après, on peut rentrer dans les détails techniques, et moi je pense qu'effectivement, le conflit est en cours d'internationalisation, à la fois apparente et cachée. Je crois que l'observation chinoise en particulier fait partie du dispositif sans qu'on sache exactement quelle partie ils prennent. Merci Gabriel Galli. Je vous reposerai la question sur la déclaration de Trump au sujet du détroit d'Ormuz. Je passe à Monsieur Frolov sur cette guerre ouverte au Moyen-Orient qui en est à son 15e jour. Sur le plan militaire et géopolitique, quels sont selon vous les réels objectifs qui ont poussé les États-Unis et l'entité sioniste à s'engager dans cette nouvelle agression contre l'Iran? Je rappelle qu'on en est à 15 jours de guerre sans toujours ne pas arriver à déceler, à connaître les raisons réelles de cette guerre. Tout d'abord, c'est très dur d'analyser la politique de M. Trump parce qu'à mon avis, la politique est très personnalisée et son politique est toujours conditionnée par ses propres idées, par ses propres peut-être conseillers, etc. En ce qui concerne l'Iran, à mon avis, l'idée est de finir le travail qui a été commencé l'année dernière pendant la guerre de 2 jours. Et à mon avis, l'Israël, aussi bien que les États-Unis, ont bien compris que le potentiel militaire de l'Iran est existe. Toujours existe, c'est pourquoi il faut le détruire totalement pour éviter la moindre possibilité pour l'Iran d'acquérir les armes nucléaires. Et c'est une première chose. D'autre part, c'est un effort d'éliminer les capacités des missiles de l'Iran. Et peut-être la troisième idée était était de prendre le Mans sur le pétrole l'Iranien. C'est peut-être la conséquence de succès au Venezuela. Et après cette opération spéciale des États-Unis pour attraper Oui. M. Maduro. Ok, merci Monsieur Frolov. Nazim Sini, avant d'aller rejoindre Madame Moussaoui, un mot avant d'entrer plus en détail dans la situation économique, un mot sur ce qui se passe depuis 15 jours par rapport à l'économie mondiale et cette nouvelle séquence de déstabilisation d'une économie en éternelle convalescence depuis la crise du Covid, Nazim Sini. Vous faites très bien de le rappeler, Kherdin. Vous savez, on est en train de vivre cette décennie 2020-2030 avec autant de chocs exogènes que l'on a vécu il y a 25 ans. Souvenez-vous, au début des années 2000, c'était une des rares fois dans l'histoire de l'humanité où nous avions connu l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, le 11 septembre derrière qui a laminé le secteur aérien, et puis il y avait l'invasion de l'Irak en 2003. Et là, nous sommes quasiment sur le même cas de figure avec, nous avons connu évidemment 3 chocs
exogènes, une pandémie, un conflit russo-ukrainien, et puis là, la guerre qui est menée contre l'Iran. Il faut savoir, pour comprendre un peu ce qui attend l'économie mondiale, comprendre l'impact qu'a eu justement cette guerre de 15 jours. On est, si vous voulez, sur deux scénarios. Soit nous sommes sur une guerre qui va durer entre 2 et 4 semaines. Dans ce cas-là, on est sur un choc temporaire que l'économie mondiale va très vite absorber, et on sait que les profits qui seront générés et les industries qui vont se régénérer par la suite vont permettre d'effacer les pertes de ces 2 ou 4 semaines de guerre. En revanche, si on est sur un scénario avec un conflit qui va durer plus de 4 semaines, avec un baril qui sera ostensiblement au-dessus des $100, là, je peux vous dire qu'on est dans un véritable risque de récession mondiale, avec des prévisions de croissance qui peuvent passer de 3,2% à quasiment 2,5%. Ouais. Pour vous donner l'ampleur et la mesure de ce que nous sommes en train de vivre, à chaque fois que le pétrole s'apprécie de 10%, c'est 0,4% d'inflation en plus et 0,3 points de PIB en moins. Et les pays les plus touchés, évidemment, c'est d'abord l'Asie, notamment les moteurs que sont les industries telles que l'Inde, les pays avec une très forte composante industrielle comme l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, qui sont tributaires à plus de 75% du pétrole qui provient de cette zone du Golfe Persique, mais également les États-Unis. Vous savez que le président Trump a été élu sur une promesse de campagne qui était celle de protéger le pouvoir d'achat des Américains, et on voit aujourd'hui déjà que le gallon d'essence est en train de progresser. Il y a un risque également d'inflation sur des produits alimentaires, sur les dérivés du pétrole, tels que le plastique, tels que certains intrants chimiques. Et évidemment, le plus gros risque pèse sur l'industrie européenne. On sait qu'un baril durablement autour de 120, 130 ou même $140, c'est carrément une réduction de la production et le retour de la stagflation, c'est-à-dire le ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation. Mais vous savez, je vais conclure là-dessus, Khalden, si vous me permettez, ce qui pourrait mettre un terme à la guerre, c'est tout simplement un baril à $200. Je peux vous dire que si on atteint ce chiffre symbolique, il y aura un cessez-le-feu dans les 24 heures. Merci Nazim Sini. Fatima Moussaoui, docteur en sécurité internationale, experte de l'Iran, vient de nous rejoindre. Le temps de vous annoncer que le chef d'état-major américain vient d'annoncer que les frappes seront intensifiées ce soir sur toutes les zones de l'opération. Dixit, chef d'état-major américain, qui a annoncé également la perte d'un nouvel avion ravitailleur en Irak. Fatima Moussaoui, vous êtes également doctorante en sécurité et défense affiliée à la chaire de l'ESDR 3C et vous publiez Iran's Military Power Projection and the Empowerment of Ansar Allah. Bonsoir Madame Moussaoui. Alors 15e jour depuis le début de cette guerre au Moyen-Orient. L'agression contre l'Iran se poursuit. Entre-temps, un nouveau guide suprême a pris les rênes du pouvoir. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous plongiez dans une première analyse globale sur le contexte de cette guerre au Moyen-Orient. Vu d'Iran, quelle est selon vous la principale stratégie, sa principale stratégie, et quelles en sont les implications sur l'équilibre politique régional et mondial? Et c'est cela le plus important. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bonsoir aux invités, aux intervenants aussi. Pour répondre à votre question, en fait, nous observons un conflit qui est initié par une puissance mondiale, les États-Unis, en tandem avec l'administration Netanyahou, contre la République islamique d'Iran, qui perdure désormais maintenant presque 3 semaines. On est à 3 semaines. Malheureusement, dans ce conflit, je n'aperçois pas une stratégie politique ou militaire derrière la décision du président Trump d'ouvrir un nouveau front de guerre dans cette région qui est déjà très instable. J'observe ici plutôt des intentions, des désirs, mais aucunement traduits en objectifs concrets. Autrement dit, il y a tout un travail à faire pour transformer ces désirs en objectifs politico-militaires que je ne vois pas, d'où l'absence totale de stratégie. Donc on ne peut pas parler d'une stratégie militaire qui est engagée vis-à-vis par rapport à ce conflit. L'administration Trump a présenté des arguments en faveur d'une action militaire, citant le programme nucléaire iranien,
Et l'idée de ce régime devrait être remplacée par un gouvernement plus favorable à l'Occident, d'où l'idée du régime change qu'on entend de plus en plus dans les médias. Il convient de préciser que les attaques qui sont lancées le 28 février visant le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei ont lieu pendant des pourparlers entre les délégations iraniennes et américaines orchestrées par la Sultana d'Oman, qui se déroulaient, d'après les informations qu'on a, dans de bonnes conditions, oui, et étaient sur le point d'aboutir à un accord. Donc, en fait, donc aucune stratégie militaire ou politique américaine spécifique n'a été véritablement mise en œuvre à l'égard de la République islamique d'Iran. Donc en fait, si on va parler de conséquences à une telle action militaire, l'Iran ne peut pas rivaliser avec la puissance mondiale en termes de force militaire. Donc, tout le monde le sait, depuis le 7 octobre, avec le démantèlement de son axe de la résistance, l'Iran devient vraiment faible. Donc au cours des 3 dernières décennies, l'Iran s'est engagé dans plusieurs guerres asymétriques. C'est ça sa stratégie. Et l'Iran s'engage dans des guerres asymétriques, oui, c'est parce qu'en fait c'est confronté aux États-Unis, en fait l'arme du faible contre le plus fort. Donc en fait cette guerre affecte d'abord la population iranienne, puis les nations du Golfe, les voisins les plus proches, parce qu'ils sont les principales cibles du régime iranien. Donc, au fait, les retombées sont très très lourdes, que ce soit pour le voisinage ou pour l'Occident aussi, oui, l'Europe, plus précisément, comme il a bien mentionné votre intervenant avant avec tout ce qui est aspect économique. Merci Fatima Moussaoui, pays du Golfe qui abrite, rappelons-le, les principales bases américaines dans la région et qui ont été la cible de riposte de la part de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution. Gabriel Galis, l'Iran accentue justement sa riposte sur l'entité sioniste et les bases américaines de la région après avoir affirmé par la voix du nouveau guide suprême Mujtaba Khamenei qu'il ne voulait pas s'engager dans la voie d'un cessez-le-feu, même si Donald Trump affirme le contraire. Est-ce une manière de mettre la pression, selon vous, sur les alliés de l'entité sioniste afin s'activer sur le volet diplomatique, ou est-ce réellement une stratégie visant à monter d'un cran dans l'escalade et la régionalisation du conflit et à chercher l'usure militaire? Je crois que les Iraniens sont intelligents. C'est un peuple, on oublie toujours qu'à travers les régimes, il y a des États qui durent et il y a des pays qui durent. L'élite iranienne, elle est cultivée, formée, ce ne sont pas des amateurs et en plus ils sont entraînés depuis le temps depuis les décennies qu'ils subissent des agressions et des menaces. Je rappellerai aussi, parce que c'est un détail qui me paraît important, que l'ancien guide suprême qui a été assassiné avait pris une fatwa contre le nucléaire militaire. Oui. Par conséquent, oui, parce que tout le monde essaye de faire croire que les Iraniens voulaient se doter de l'arme nucléaire. En réalité, le programme dont les États-Unis sont sortis était un programme sous autorité de l'AIEA, sous contrôle de l'AIEA, et l'AIEA vient de déclarer que l'Iran n'était pas à proximité des moyens du nucléaire militaire. Donc l'Iran est assez réaliste pour savoir qu'elle ne peut pas, comme vient de le dire Madame, qu'elle ne peut pas tenir éternellement contre les forces rassemblées. En revanche, elle peut faire mal, et elle peut faire notamment du mal par le détroit d'Ormuz et par le blocage du détroit d'Ormuz. Donc en réalité, ils ont deux fers au feu. D'une part, ils poussent à la négociation et les Omaniens ont bien dit qu'on était proche d'un accord, effectivement. C'était eux qui étaient au centre du dispositif de la négociation, mais en même temps, ils veulent pas désarmer unilatéralement, parce que ce que veut Israël, et là-dessus il y a une divergence sans doute entre les États-Unis et Israël, Israël veut absolument éradiquer toute résistance, et l'Iran reste la résistance. L'Irak a été détruit, les autres ont été affaiblis, le Hezbollah est en train d'être affaibli au Liban, en tout cas, il n'est pas éradiqué. Donc je pense
pense que les Iraniens sont assez intelligents pour savoir qu'il faudra négocier. Et ils étaient d'accord pour négocier. Ce sont les radicaux des États-Unis et surtout d'Israël, je pense, qui ont cassé le jeu et qui n'ont pas permis à la diplomatie d'aboutir. Donc leur stratégie, c'est certainement pas d'aller à l'extrême, parce qu'à l'extrême, ils y perdent autant que les autres. Merci Gabriel Gallis. Le ministère de la Santé libanais vient d'annoncer 5 martyrs et 7 blessés à la suite de 2 raids sionnistes sur Mevdon et Mejdel Selm au sud du pays. Andriy Frolov, est-ce que vous pensez qu'il existe un lien de cause à effet entre la guerre en Ukraine qui se prolonge alors que les discussions sur un éventuel plan de paix n'aboutissent toujours pas? Y a-t-il une manière peut-être d'y voir un lien de cause à effet, de lier ces 2 abcès sécuritaires importants qui minent 2 régions différentes de la planète? Tout d'abord, je ne pense pas qu'il existe le lien direct entre 2 conflits, mais c'est évident que parce que le monde est global et tous ces conflits, tous les 2 conflits sont assez grands et avec la participation des acteurs majeurs du monde. C'est pourquoi, oui, nous pouvons dire qu'il existe une sorte de lien entre 2 conflits. Mais je voudrais me concentrer sur le point plutôt militaire, Oui. parce que la guerre au Golfe, la guerre contre l'Iran, a causé le manque, le déficit des missiles antiaériens, de même type que l'Ukraine aussi utilise. C'est pourquoi nous pouvons voir, ou nous pourrons voir que le système air défense ukrainienne, dans quelques semaines, peut se heurter avec le déficit des missiles livrés par les États-Unis. Et je veux dire le système Patriot. Les systèmes Patriot sont les systèmes air défense plus importants et Oui. plus efficaces au sein de l'Ukraine. C'est la première point. Deuxième point est que la demande pour les systèmes air défense sur le marché global des armes va aussi augmenter et peut-être peut-être les grands producteurs des systèmes air défense comme la Russie aussi, comme la Chine, comme la Corée du Sud, vont succéder de ce conflit. C'est-à-dire nous pouvons voir une sorte de lien plutôt technologique que politique. Et d'autre part, peut-être la dernier point est que le conflit au Golfe a torpillé les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, c'est à cela que je faisais allusion. Oui, parce que selon l'agenda des négociations, ils auront lieu au Dubaï, je pense, aux Émirats, Oui. et été torpillé. Mais d'autre part, je veux dire que, à mon avis, c'est mon opinion personnelle, même si les négociations auront lieu au Dubaï, ça n'aurait pas aucun résultat parce que nous avons vu beaucoup de négociations, beaucoup des démarches entre la Russie et l'Ukraine, beaucoup des efforts pour négocier quelque chose et rien réel. C'est-à-dire, Oui. oui, d'une part, le conflit a déjà influencé influencer le trek politique entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, mais d'autre part, à mon avis, que le conflit ukrainien est tellement compliqué que ce délai des négociations ne change rien sur la Très terre. bien. Merci Andriy Frolov. Nazim Sini, est-ce que le monde, selon vous, est prêt à absorber un nouveau choc économique issu d'une guerre ouverte sans stratégie claire et aux objectifs qui peuvent varier au gré du jour, et c'est ce dont on assiste depuis 2 semaines déjà?
Écoutez, c'est une question rhétorique parce que effectivement, tout va dépendre de la durée de ce conflit. Alors, est-ce que l'économie mondiale est prête à absorber un énième choc? Je vais vous dire non. Pourquoi? Parce qu'on est sur un très mauvais alignement des planètes. À l'inverse d'un bon alignement des planètes, c'est que vous avez un endettement de certains pays industrialisés qui est en train d'exploser. Donc, il y a les questions sur la dette, sur la soutenabilité de la dette. Vous avez également un dollar faible qui est une sorte de dumping en fait monétaire pratiqué par les États-Unis pour pousser leurs produits à l'exportation. Vous avez également justement le retour à ces chocs, justement des chocs énergétiques, des chocs également industriels, le retour au protectionnisme, à la souveraineté. Et puis souvenez-vous l'année dernière, les droits de douane qui devaient être imposés par l'administration Trump, qui avait déjà jeté un effroi à l'ensemble justement des dirigeants occidentaux et même des partenaires des États-Unis, puisque elles avaient complètement éclaté cette idée du multilatéralisme et de la coopération internationale en matière économique et commerciale. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui va être difficile d'appréhender, c'est la durée de la guerre, c'est également la volatilité qu'on observe sur les marchés des hydrocarbures. Vous avez vu que malgré l'annonce de l'AIE de déstocker justement massivement une première depuis pratiquement 30 ou 40 ans. Exactement, c'est une première historique, ça ne s'est jamais fait. Et donc, malgré cette annonce, les cours des matières premières, surtout le pétrole, le Brent, ont fini au-dessus de la barre des $100. Et je tiens à parier que l'ouverture des marchés à partir de lundi, vous verrez qu'ils vont ouvrir également au-dessus de la barre des $100. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans l'incertitude totale. Nous n'avons pas des objectifs de guerre précis. Il y a un enlisement de ce conflit qui devait durer quelques jours. Nous sommes déjà à plus de 15 jours. Et puis également ce détroit d'Ormuz qui, pour représenter et schématiser son poids à l'échelle énergétique mondiale, c'est 20% des besoins énergétiques du monde qui transitent par ce détroit d'à peine de 55 km. Sans parler des 122 navires qui passent quotidiennement, 20 millions de barils par jour. Donc vous voyez à quel point aujourd'hui, justement, le Golfe Persique est au centre et vraiment porte toute l'attention des enjeux stratégiques énergétiques de l'économie mondiale. Merci Nazim Sidi. Il est temps de marquer, mesdames et messieurs, une courte pause avant de revenir au débat.